Donc je vous rappelle ce qu'on était en train de faire. On est en train de démontrer que le rang de A est égal à R si et seulement si les matrices A et JR sont équivalentes. Et on a déjà démontré que le sens de la droite vers la gauche était à peu près évident. Donc maintenant, on fait la réciproque. On suppose que le rang de A vaut R. Et on doit démontrer que A et JR sont équivalentes. Donc comment on va procéder? Le but, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de démontrer que A et JR représentent une même application linéaire, mais dans des bases différentes. Pourquoi? Parce que la remarque 31 qui est juste là, nous dit que lorsqu'on a deux matrices, la matrice de U dans des bases B1 et B2, et la matrice de la même application linéaire U dans deux autres bases B'1 et B'2, alors elles sont liées par cette égalité, et comme les matrices de passage sont inversibles, on en déduisait que ces deux matrices étaient équivalentes. Donc le but c'est ça, c'est prouver que A et JR représentent la même application linéaire dans des bases différentes. Alors évidemment ici j'ai aucune application linéaire. Mais ça c'est simple, moi pour l'instant j'ai quoi? J'ai juste la matrice grand A. Évidemment la matrice JR si vous voulez. Mais donc ce que je vais faire, je vais partir de la matrice grand A et je vais choisir U, l'application linéaire canoniquement associée à grand A. Donc ça m'avance à quoi? Ça m'avance juste à avoir déjà défini une application linéaire U et savoir que A c'est la matrice de U relativement aux bases canoniques de k puissance P et de k puissance N. Du coup maintenant il ne me reste plus qu'à construire une base B1 de Kp et une base B2 de Kn, telle que MB1 B2 de U soit égale à JR. On peut regarder rapidement la conclusion. On aura quoi dans ce cas-là? On aura que, une fois qu'on aura rempli notre but ici, on aura prouvé que les matrices A et JR représentent la même application linéaire, donc U, mais dans des bases différentes, lesquelles les bases canoniques, donc de Kp et de Kn pour grand A, et les bases B1 et B2 que je vais définir ici pour la matrice JR. Alors avant de faire ça, je veux vous expliquer comment on va construire les bases B1 et B2 pour obtenir JR. Donc admettons qu'on veuille obtenir cette matrice-là. Donc ici, cette matrice-là, elle désignerait une application linéaire de k puissance 4 dans k puissance 3. Ça veut dire que ici, j'aurai d'abord une base E1, E2, E3, E4 de k puissance 4, et puis une base F1, F2, F3 de k cube. Et ça, c'est quoi? C'est les coordonnées de U de E1, ça, c'est les coordonnées de U de E2, les coordonnées de U de E3 et les coordonnées de U de E4. Vous voyez quoi déjà? Vous voyez que ici, U de E3 et U de E4 ont des coordonnées nulles, donc U de E3 et U de E4 sont des vecteurs nuls, ce qui veut dire que E3 et E4 sont dans le noyau de U. Donc vous comprenez que, pour l'instant, je vous ai juste expliqué que la base de départ, donc la base de k puissance 4 que je vais choisir, elle doit être constituée d'abord de vecteurs qui ne sont pas, les R premiers vecteurs doivent être des vecteurs qui ne sont pas dans le noyau de U, et les vecteurs suivants doivent être constitués de vecteurs qui sont dans le noyau de U. Donc ça va nous donner l'idée de choisir E0, un supplémentaire de quart de U dans Kp. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kp va être égal à E0 plus quart de U, en somme directe. Déjà, ce que j'aimerais connaître, c'est la dimension de E0 et puis la dimension de quart de U éventuellement. Donc ça, c'est facile, il suffit d'appliquer le théorème du rang, donc la première partie, pas la formule du rang, la première partie du théorème du rang, qui nous dit que quand on est dans cette situation-là, U restreint à E0 est un isomorphisme de E0 dans M de U. Du coup, s'il y a un isomorphisme entre ces deux sous-espaces vectoriels, ils sont automatiquement de même dimension, et la dimension de M de U, on sait que c'est le rang de U, et par définition, le rang de A, c'est le rang de l'application linéaire qui lui est canoniquement associée, c'est-à-dire rang de U et rang de A sont égaux. Et puis le rang de A, c'est écrit ici, par hypothèse, le rang de A vaut R. Maintenant, pour définir la base B1 qui m'intéresse, il suffit de prendre une base adaptée de k puissance P. Une base adaptée, c'est quoi? Quand on parle de base adaptée, c'est forcément qu'on a trouvé deux sous-espaces vectoriels supplémentaires. Et une base adaptée, elle s'obtient en mettant bout à bout une base de E0, puis une base de quart de U. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait
Là, j'ai une base de E0 et une base de quart de U. Donc la base de E0, je l'ai bien prise avec R vecteur, puisque la dimension de E0, c'est R. Et puis après, la base de quart de U, ben là, forcément, au total, je devrais obtenir P vecteur. Donc là, j'ai bien P vecteur. Donc là, j'ai rempli la première partie du contrat, qui est quoi? Qui est que ici, j'ai des vecteurs qui ne sont pas dans le noyau, et ici, j'ai des vecteurs qui sont dans le noyau. Donc je suis sûr d'une chose, c'est que comme les vecteurs de la fin de ma base, entre guillemets, sont dans le noyau, je suis sûr que les dernières colonnes de ma matrice seront nulles. Mais maintenant, je veux quoi? Maintenant, je veux que, les premières colonnes aient cette forme-là. Donc je veux quoi? Si je vous rappelle que j'avais appelé E1, E2, E3, E4 les vecteurs de la base de départ, et F1, F2, F3 les vecteurs de la base d'arrivée. Ça veut dire quoi? La première colonne, quand elle a cette forme-là, ça veut dire quoi? Elle contient bien les coordonnées de U de E1 dans la base F1, F2, F3. Ce qui veut dire que si U de E1 il a pour coordonnée 1, 0, 0, ça veut dire qu'il vaut 1 fois E1, plus 0 fois F2, plus 0 fois F3. Donc le vecteur U de E1 vaut F1. De même, le vecteur U de E2, il va valoir F2. Donc ça va me donner l'idée de faire quoi? De poser F1 égale U de E1, F2 égale U de E2, et ainsi de suite. Je le faisais que 2 fois dans l'exemple que je viens de vous montrer parce que R valait 2, mais évidemment ici dans le cas général, je vais le faire R fois, donc je vais poser FR égale U de ER. Donc là, je me suis pas, en construisant F1 jusqu'à FR, j'ai pas construit ma base B2, mais on va essayer de la compléter en une base de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire de k puissance n. Mais pour pouvoir compléter une famille en une base de k puissance n, j'ai besoin de prouver que cette famille est libre. Donc on y va. U restreint à E0, on sait qu'elle est injective, on a même dit que U restreint à E0 était un isomorphisme de E0 dans M de U, donc forcément elle est injective. Et les vecteurs E1 jusqu'à ER, oui, il manque des 3 petits points ici et là, peu importe. Les vecteurs E1 jusqu'à ER forment une famille libre de E0, c'est même une base de E0. On a une proposition du chapitre 18 qui nous dit que quand on a une application injective et une base, une application injective et une famille libre, cette famille libre est transformée en une famille libre. Donc j'ai F1 jusqu'à FR qui est forcément une famille libre de k puissance n. C'est bien clair, E1 jusqu'à ER, famille libre de E0, U elle est injective sur E0, donc elle transforme une famille libre en une autre famille libre. Je vous ai mis les références de la proposition. Du coup, comme F1 jusqu'à FR c'est une famille libre de k puissance n, je peux la compléter pour obtenir une base de k puissance n. Et automatiquement, je vous ai expliqué que MB1, B2 de U, c'était JR. Je vous réexplique, je répète l'argument. E1, il est envoyé sur F1, donc la première colonne, ça va être 1 et que des 0. E2, il est envoyé sur F2, donc les coordonnées de U de E2, ce sera 0, 1 et que des 0, et ainsi de suite. Et par contre, à partir du rang R plus 1, enfin à partir de la colonne R plus 1, ER plus 1 est dans le noyau, donc U de ER plus 1 est nul, ce qui me donne une colonne avec que des 0. Donc j'ai bien MB1 B2 de U qui est égal à JR. Et donc on avait déjà lu la conclusion. Les deux matrices grand A et JR représentent la même application linéaire mais dans des bases différentes. Donc la formule de changement de base qui est ici prouve que ces deux matrices A et JR sont équivalentes. Vous avez bien compris que ici ce qui était important, c'était finalement tous les vecteurs de la base B1 sont importants ici. En tout cas, c'est important que ici, ils ne soient pas dans le noyau et que ici, ces vecteurs soient dans le noyau. Donc la construction de la base B1 est importante. Et la construction de la base B2, ce qui est important, c'est que les vecteurs F1, c'est la construction des vecteurs F1 jusqu'à FR qui sont obligatoirement liés par cette égalité F de I, FI égale U de I pour tout I compris entre 1 et R. Et par contre, vous pouvez remarquer que les vecteurs FR plus 1 jusqu'à Fn, ici, j'ai aucune condition sur eux. Je peux les choisir n'importe comment, de manière à compléter la famille libre F1 FR en une base de k puissance n.